Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Thor Love and Thunder et restez bien tout au long de la vidéo parce qu'à la fin on fera une petite annonce par rapport à la suite de la chaîne. Et j'en profite aussi pour remercier les 300 abonnés qui nous suivent, ça fait toujours plaisir. Je vous fais pas perdre plus de temps, je suis avec Vega, c'est parti. Bonjour à tous. Écoute, je te propose de commencer par un petit résumé du film pour que tout le monde se rappelle un petit peu de quoi il est question. Thor Love and Thunder, c'est l'histoire de Thor qui, après les événements d'Endgame, a rejoint les Gardiens de la Galaxie et a décidé qu'il fallait qu'il trouve un sens à sa vie après les nombreuses pertes qu'il avait eues, que ce soit sa mère, New Asgard, enfin plein de choses. Et du coup, le problème, c'est qu'en parallèle de ça, monte une menace qui s'appelle Gore, qui est le boucher des dieux, le massacreur des dieux, et qui lui a fait le serment de tuer tous les dieux. Et les choses, on va dire, se compliquent un peu quand son ex-copine, Jane Foster, devient Mighty Thor. Pour faire simple, c'est un peu ça le pitch de base du film, ça c'est les 10 premières minutes, vraiment c'est à peu près ça. On va donner notre avis sans spoil très rapidement, je te laisse commencer Vega, qu'est-ce que t'as pensé de ce Thor Love and Thunder ou Thor 4 ? Mon avis, comme beaucoup de gens, même autour de moi, c'est que c'est un bon film. Après, ça aurait pu être un très bon film s'il n'y avait pas cet aspect trop comédie et déjanté qui rentrait en compte. Donc après voilà, Taika Waititi, il a vraiment de très très bonnes idées, mais voilà, Taika Waititi aussi des fois c'est un peu too much, il se laisse emporter par sa fibre créatrice et tu sens que le gars il part dans des idées de comics, des fois c'est trop en fait, et je trouve que voilà ce ton trop comique nuit beaucoup au film parce que au-delà de ça t'as des scènes qui sont sérieuses et qui là par contre sont géniales en fait, t'as pas besoin de forcer, tu retrouves le Thor d'avant, enfin c'est... Je suis assez d'accord. En fait, moi, j'aurais voulu un film qui arrive à partager les deux, c'est-à-dire une sorte d'hybride comédie, mais en même temps un film plus sérieux. Voilà, je voulais quelque chose de plus sérieux que Ragnarok, et malheureusement, je n'ai pas été servi de ce point de vue, quoi. Mais les gens qui aiment Thor Ragnarok vont vraiment beaucoup aimer ce film. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le film parce que c'est une très bonne comédie, effectivement, et les blagues marchent vraiment, la mise en scène fait vraiment passer l'humour. Après, effectivement, encore une fois, après Ragnarok, est-ce que traiter des arcs aussi sérieux et sombres dans les comics à travers une comédie, hein, parce que Ragnarok est une comédie aussi, est-ce que c'est la bonne solution? Je pense pas, parce que du coup on se retrouve avec des arcs très profonds au niveau du développement des personnages, mais malheureusement tout est traité sous forme de blague en réalité. Après, contrairement à Ragnarok, il y a une forme de plus de sérieux et d'émotion dans celui-ci. Ouais, mais elle est pas bien mais c'est 3 scènes dans le film, quoi. En fait. C'est vraiment 3 scènes dans le film, et c'est pas, voilà, c'est pas ce qui touche le plus, on va dire, quoi. Parce que... Non, en fait, parce que tu comprends. En fait, tu comprends pourquoi il y a cet aspect comédie, on va y revenir après, on va l'expliquer. Mais en fait, avec ce film, tu comprends pourquoi Thor a basculé dans une comédie, en fait, à partir du Thor 3. Ouais. C'est expliqué plus ou moins avec le développement du personnage de Thor. Ouais, donc, c'est ça, ils ont tenté une explication. Après, on est dans la partie sans spoil, mais pour boucler cette partie sans spoil, parce qu'on va pas s'éterniser, on a envie de vous livrer les détails un peu croustillants du film. Donc pour finir sur la partie sans spoil, ouais non les gars, par contre voilà, vous allez aimer, c'est un bon divertissement, la réalisation est vraiment bonne, à part pour la première scène, moi que j'ai pas aimé avec les gardiens, que j'ai trouvé qui m'a saoulé. la scène d'intro m'a saoulé. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé la scène d'intro, c'était rigolo je trouve. Après je savais dès le début que les gardiens ne faisaient qu'un caméo. C'est pas l'aspect rigolo qui m'a saoulé, c'est vraiment que c'était longué. En fait voilà, c'est ça, c'est que le côté comédie des fois dans certaines scènes devient beaucoup trop long. En fait. On s'éternise, on s'enlise même. Et à côté de ça, comme je dis, tu as des éléments sérieux sur lesquels il faudrait peut-être justement, s'arrêter un peu. Voilà, s'arrêter un peu pour développer. Après Taika Waititi, c'est plus fort que lui. Je pense que malheureusement pour lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut faire de la comédie. Clairement, il ne sait faire que de la comédie. Et il s'avère qu'il y a aussi une version de 4 heures du film qui a été réalisée. Où concrètement c'est 4 heures de blague. Vraiment, c'est le film en fait. Le film a été pensé dès le début comme étant une gigantesque blague. 1h40, c'est beaucoup trop court aussi. Enfin, vraiment, sans déconner, c'est ce qui a aussi nuit beaucoup au film, la durée. Et du coup, on va passer à un peu plus de détails, donc une partie un peu plus spoiler. Et pour ça, on va analyser un peu le scénario et les personnages, parce que du coup, pour ce qui est
du sans spoil, c'est sympa, c'est une bonne comédie, allez le voir si vous avez envie de rigoler concrètement. Voilà. Précision, c'est largement meilleur que Doctor Strange 2, mais c'est pas très dur. Oh oui, bah alors là, oui, non, il n'y a pas de mal. Là, pour le coup. Et du coup, voilà, donc pour ce qui est de la partie spoil, on va commencer par analyser le scénario, et on va commencer tout de suite par les thèmes de fond de ce film, à savoir en premier lieu un Thor totalement perdu, en quête d'identité, en quête de sens, et aussi une Jane Foster en parallèle qui, elle, lutte contre le cancer. Ouais. C'est vraiment les deux thèmes principaux. Moi, c'est ça aussi que je trouvais un des gros points forts du film, justement. Je vais le mettre ça aussi, je le mets dans la case des avantages. C'est les thèmes de fond qui sont abordés, en fait, les motivations et les dessins des personnages. Donc, à savoir que Thor est très bien écrit, je trouve, dans le film. Moi, ce que je reproche à Taka, c'est pas la manière en fait dont il a écrit, c'est vraiment aussi, voilà, c'est la manière, c'est pas le fond, c'est pas l'écriture de ces personnages, c'est comment c'est montré. Et Thor, tu comprends pourquoi il en est arrivé là. Tu comprends en fait que au début, Thor était un personnage très sérieux. Enfin, comment il a été introduit dans le Marvel Universe, c'était un personnage sérieux, très épique. Donc voilà, peu à peu, il a commencé à basculer un petit peu dans ce côté déjanté. Déjà dans Thor 2, il y avait des petits trucs, mais enfin pas dans Thor 2, c'était dans Avengers 2. Dans Avengers 2. Et puis tu comprends qu'il a perdu de plus en plus de personnages, son père, enfin de plus en plus de proches, son père, sa mère, son frère aussi au bout d'un moment qui était supposé mort. Donc il a perdu beaucoup de proches et finalement voilà, tout cet amalgame de pertes, ça a donné un petit peu, ça a brisé Thor de l'intérieur. Et puis ça a donné Thor Ragnarok, ce troisième film qui était un ton très très comédie, parce que ça reflétait vraiment l'état d'esprit déjà du réalisateur forcément, mais surtout de son personnage, du coup, qui était en fait brisé et complètement dépité de l'intérieur, en fait, qui n'avait plus goût à la vie et qui cachait cette tristesse par justement cette couche d'humour beaucoup trop présente, mais qui montrait vraiment que le personnage ouais, c'est ça, hein, c'est une sorte de carapace de beauf et d'humour qu'il a créé Thor autour de lui. Et dans ce film, c'est toujours le cas. Même si on voit que la carapace commence à avoir quelques fêlures parce qu'il y a Jane Foster qui revient. Et Jane Foster est un immense point positif du film. Jane Foster est la clé du film. Ouais, vraiment, ouais. Et je trouve, du coup, au niveau de la construction du film, c'est qu'il y a vraiment 3 axes principaux, 3 personnages principaux. Il y a Thor, Jane et Gore. Et les 3 ont une sorte de montée d'évolution en parallèle, sauf que Gore... Je suis quand même beaucoup plus divisé sur Gore. Sauf que Gore, je pense vraiment qu'il y a quand même pas mal de scènes qui ont été coupées avec lui sur son développement. Parce qu'on le voit, scène d'intro, élément perturbateur du milieu, scène de fin. Il a 3 scènes, Gore. On va y revenir après, Gore, mais moi je suis quand même très divisé. Alors son car design est magnifique, etc. Enfin, j'adore ce qu'il devient après avoir eu la Necrolame, mais justement, c'est ça le problème, en fait, la Necrolame, quoi. Ouais, ça on va y revenir juste après. Après, pour revenir sur Jane et Thor, du coup, donc Thor, c'est un beauf, concrètement, c'est ça, c'est un beauf qui se prend pour un monstre. Non, je dirais pas qu'il est beauf, je dirais plutôt que il est un peu soupolé, quoi. En fait, pour moi, il ressemble un peu à Hellboy, vous savez, les Hellboy. Ouais, c'est vraiment ça, il y a une vibe un peu Hellboy chez Thor, là, qui marche bien. Très soupolé, très castagne, en fait, voilà, il aime bien se mettre en avant. D'ailleurs, on voit la scène d'intro où il est avec les gardiens, en fait, on voit que ça marche pas du tout, Thor avec les gardiens. Oui, ça marche pas du tout. Le mec se prend pour un dieu qui résout toutes les menaces, il chie sur les gardiens, enfin c'est... Il fait un spectacle à lui tout seul, enfin... C'est ça. Tu vois que le mec, qu'en fait, les menaces des gardiens, ça ne l'atteint absolument pas, tu sais, le mec est trop fort, en fait, il est beaucoup trop fort pour les gardiens. Et puis on sent qu'il a un texte qui récite, ou même Star-Lord fait une blague, genre quand Thor commence à réciter son texte de mec stylé, qui fait sa phrase, sa punchline, tout ça... Tu vois Star-Lord qui en arrière-plan se fout de sa gueule en récitant à l'avance ce que le mec va dire parce qu'il a l'habitude. C'est un show, voilà. Thor, c'est un mec du showbiz, là, c'est vraiment ça. Mais c'est assez rigolo. Et tout de suite, quand même, la réalisation est quand même vraiment bonne sur les blagues parce qu'en un seul plan, tu peux avoir toute la scène comique. Genre Thor qui est face caméra, qui t'explique que voilà, il vient de sauver l'univers, il vient de sauver la planète et derrière lui, ce qu'il a sauvé s'effondre en miettes parce qu'il a tout massacré en fait. C'est ce genre de comique qui marche bien. Ouais. Mais effectivement, dans le ton du film, il n'y a aucune once d'épique ou de sérieux, quoi. Non, c'est bien ça le problème, c'est qu'on aurait voulu avoir un peu d'épique. Mais je voulais revenir sur l'intro. En fait, ce qui est bien aussi des fois, c'est l'absence de dialogue et l'absence totale de dialogue et tout de la part des autres gardiens, en fait. T'as que Star-Lord qui communique avec Thor, comme si en fait les autres gardiens étaient complètement lassés de Thor et lui avaient tourné le dos, en fait.
Bah, c'est même ça, hein, parce que même Gamora, elle lui crache dessus quand il part, donc c'est quand même un truc de fou. Tu sais qu'en fait, c'est vraiment là, ils sont arrivés au bout de leurs aventures ensemble. Ils en ont marre de lui parce qu'il est insupportable, parce qu'il est enfermé dans ce côté justement comique, etc. Il est insupportable. Et voilà, Star-Lord lui fait comprendre gentiment que dégage en fait, tu vois, genre on va attendre ton côté. De toute façon, il lui dit, hein, mais d'une bonne manière, il lui dit, de toute façon, moi j'ai trouvé des gens que j'aime, j'ai trouvé un but, je me suis trouvé. Toi, ça se voit qu'en fait t'es perdu, en fait, t'es vide. En fait, ça, le film, et comme on le présentait, c'est une quête de sens, hein, c'est vraiment ça, ce qu'on avait dit. C'est ça, c'est ce qu'on avait prévu. Hein. Et de sens pour 3 personnages, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que Thor doit chercher qui il est après avoir tout perdu. Jane doit chercher comment survivre parce qu'elle est en train de tout perdre à cause du cancer. Et Gore, dès le début, a tout perdu parce qu'il croyait, il était fanatique d'un dieu. Et dès le début, grosse désillusion. Et voilà. Moi, je dirais Jane, c'est plus que ça. Jane, c'est vraiment la clé du film. Jane, elle redonne un sens à la vie de Thor. Ah oui, totalement, elle a un double rôle en fait, c'est ça. Elle lui redonne son éclat, elle illumine en fait le film. En fait, c'est elle le vrai héros en fait. C'est ça. Alors en fait, elle a vraiment. Bien en tant qu'humaine, autant qu'humaine que en tant que Mighty Thor en fait. C'est le meilleur personnage du film, de loin, vraiment. Je suis d'accord parce que vraiment, on va en parler tout de suite sur l'analyse profonde de Jane. J'adore. Elle a une double fonction. Elle est à la fois celle qui redonne sens à la vie de Thor, et à la fois elle mène un combat personnel sous fond de féminisme contre son cancer. Voilà, c'est une source d'inspiration pour les autres. Quand elle est en Mighty Thor, elle déborde de charisme. Tout New Asgard se range derrière elle. Enfin, c'est vraiment, ça marche très très bien. Et elle est le cœur émotionnel du film. C'est que son cancer, c'est triste. Sa relation avec Thor, on comprend comment ils se sont séparés. Enfin, il y a un côté vraiment feel-good dans ce film qui marche très très bien, et qui, je trouve, pour le coup, même sous forme de comédie, montre bien la relation que Thor avait avec Jane, en dehors des films, entre guillemets, ce qui se passait un peu hors caméra. Et ça marche très bien. Le vrai Thor, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, c'était la seule personne qui pouvait redonner cette étincelle et cette flamme à Thor, en fait. D'où le titre Love and Thunder, en fait. C'est totalement ça. Je pense que c'est un peu... Ouais. Pour une fois, le titre est extrêmement bien trouvé, en fait. C'est vraiment Love and Thunder résume tout le film. C'est vraiment ça. Il résume la relation Thor et Natalie Portman. C'est ça, et Jane Foster, qui est le cœur vraiment du film. Et du coup, ça marchait très très bien. Et alors, puisqu'on parle de personnages féminins, il y a quand même un gros bémol pour moi, c'est que Valkyrie ne sert à rien. Et vraiment... à part avoir 2-3 punchlines féministes. Thomas, est-ce un bon personnage depuis Thor? Voilà, c'est ça en fait la question. Déjà, il sait pas quoi en faire en fait. C'est un peu comme Gore, tu vois. Ouais. Ils servent à rien. Non, désolé, ils servent à rien. Parce que je pense que tu fais un film juste Thor et Natalie Portman sans Gore et sans Valkyrie. Ça change rien. Valkyrie, tu peux la retirer de l'équation sans problème. Vraiment, Gore a effectivement malheureusement qu'un rôle d'antagoniste qui, je pense, a vraiment été beaucoup coupé au montage parce que vu ce que Christian Bale disait, il y avait beaucoup plus de développement, il y a même des scènes qui ont été retirées où il se scarifie et tout, enfin il y a un vrai développement logiquement du personnage. Je pense qu'on le verra dans une version longue. Mais dans la version cinéma en tout cas, elle n'y est pas. Ce qui est dommage parce que le mec a une classe folle, son déplacement dans les ombres, ses créatures de l'ombre. Oui, non. Enfin, ça marche vraiment quoi, son character design. Son design est sublime. Hein. Le jeu d'acteur aussi de Christian Bale marche très bien. Ouais, il marche très bien. Après voilà, la scène d'intro... dans le désert, tu comprends où il veut en venir, mais je sais pas, ça arrive trop vite. Je trouve que ça arrive trop vite à mon goût. Il trouve un oasis avec des dieux, tu sais pas ce qu'il branle là. Il y a un des dieux qui le porte par la gorge, le mec a la nécrolame qui apparaît à côté de lui, comme s'il l'a choisi, je sais pas. C'est ça en fait, c'est qu'il est dans le désert, t'as la nécrolame qui l'appelle quand il est en train de crever et que sa fille est morte. Du coup, il se dirige vers le son de la voix, et effectivement, ça c'est facilité scénaristique oblige. Hein. Il tombe sur un dieu qui est méchant. Et voilà. Et non, Gore, franchement, Gore, voilà, design très bon, jeu d'acteur, rien à dire. Après, on va revenir un petit peu plus sur le personnage parce que pour moi, il fait pas partie des points positifs, malheureusement. Ce qui a marché aussi dans les autres points positifs, moi je dirais le peu de moments sérieux qu'on va avoir. Donc, à savoir, moi j'ai énormément aimé la scène de l'hôpital, vraiment la scène de l'hôpital en fait où tu as Thor qui arrive, du coup c'est vers la fin du film, où tu as Jane Foster en fait qui est mourant sur le lit, et parce que aussi la subtilité du film qui a été très bien amenée, c'est le fait que Jane Foster plus
elle utilise le pouvoir de Thor pour sauver les autres. Et plus en fait elle diminue son espérance de vie, et parce que ça aspire son énergie vitale. C'est ça. Et voilà en fait. Et plus elle accélère en fait son cancer en fait. Et c'est incroyablement bien amené parce que ça renforce encore d'autant plus l'aspect dramatique et tout simplement l'altruisme en fait du personnage. En fait, c'est très très bien amené. Ouais, et puis très vite on comprend qu'il va y avoir un choix à faire parce que Thor, on voit très clairement qu'il a pas le niveau tout seul face à Gore. Ça se voit dans les deux combats. On savait que moi personnellement, je l'ai vu dès la moitié du film que Jane Foster allait crever en sauvant Thor. C'est ça, exactement. Et ce qui était logique, hein, c'était la dernière chose qui le rattachait à l'humanité. Et il avait besoin de la retrouver pour la perdre, entre guillemets. Il pouvait pas la perdre juste comme ça. Ouais, mais c'est vrai que cette scène de l'hôpital, elle est magnifique. On retrouve Thor qui est vraiment sérieux en plus pour une fois. Enfin, c'est... Ah oui. Ouais. Dans les autres scènes sérieuses, il y a pour moi la meilleure séquence du film. C'est toute la scène dans la dimension ténébreuse où il n'y a pas une seule couleur. Tout est en noir et blanc. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a et les seuls éclats de couleur proviennent des éclairs de Thor qui de temps en temps éclairent un peu en couleur autour de lui ou comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Et cette scène, le combat est sérieux, le combat est stylé. Les enjeux dedans, c'est vraiment le moment où tu vois que Gore il est prêt à tout pour avoir son but et que Thor va devoir faire un choix et c'est ultra intéressant, enfin, ce qu'il laisse la clé qui est sa hache à Gore pour sauver Jane et c'est ce qu'il fait et on apprend que malgré tout Jane est condamnée, enfin ouais voilà c'est ça. Et non vraiment cette scène est incroyable, je trouve vraiment tout est beau là-dedans, c'est un truc de fou. Ouais. Et en plus derrière ça tu débouches sur la scène de l'hôpital puis sur le combat final, enfin c'est ouais. Très visqueux, Gore et très dégueulasse. Ah oui, vraiment, ouais. C'est vraiment... Ça se reflète sur lui, quoi. Ah, vraiment, c'est très intéressant. Final du film, moi, je l'ai mis dans les points positifs aussi, justement, t'en parlais, hein, mais la réalisation, les couleurs, et puis même le ton, qui est plus sérieux, encore une fois, je l'ai mis aussi pareil dans les parties sérieuses. Le ton, et... Attention, par contre, je distingue deux finales. Ouais. Il y a le final, même trois. Il y a le final où, effectivement, Gore chope la hache, où il est bas là, dans le monde sans couleur, qui était très très bien. T'as un deuxième final, en fait, où là où j'ai détesté, mais on va en parler après, tiens, on va en parler dans la tonalité, justement, comédie, voire loufoque. Le côté où il donne son pouvoir au gosse. Voilà. Et le troisième final où ils ont enfin atteint la déesse, enfin la statue de la déesse éternité qui permet d'exaucer les souhaits en fait. Donc voilà, la quête des personnages c'est ça. Et c'est vrai qu'effectivement le final est divisé en 3 actes et on va parler de finir sur les points positifs du tout dernier acte. En point positif, la relation de Thor avec la fille de Gore. Ouais bah voilà, c'est dans le tout dernier acte. Ah, bah, moi je veux en voir plus dans un film parce que c'était... Ah, je sais pas, je retrouve Thor en fait, mais en fait je retrouve un bon mix du Thor sérieux et du Thor comédie en fait. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un nouveau personnage pour une fois, cette fin est cohérente en fait et elle est émouvante parce que le méchant est tellement corrompu que quand Thor lui dit non mais c'est bon, t'as gagné, t'es méchant, fais ton délire, laisse-moi juste avoir mes derniers moments avec celle que j'aime. Et là t'as Gore, c'est le déclic et il fait putain mais en fait, t'as Thor qui lui dit mais tu peux ramener ta fille, t'es pas obligé de nous tuer. Et Gore, le déclic et l'amour de sa fille qui revient. Donc c'est vrai, il y a une sorte de boucle avec la scène de tout début du film où il perd sa fille. Et là, c'est ultra émouvant parce que Gore se sacrifie en fait pour ramener sa fille à la vie. Et il fait promettre à Thor de veiller sur sa fille. Et là, Thor vient de perdre l'amour de sa vie. Automatiquement, il la projette sur la fille de Gore qui va devenir un peu le nouvel amour de sa vie, entre guillemets. Enfin, non, c'était vraiment très beau. Prévisible, certes, mais vraiment très beau. Et ça en dit beaucoup sur ce que va devenir Thor par la suite, en fait. Il va redevenir quelqu'un de sérieux, tout en étant léger mais sérieux. Ça. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. En fait. Les deux bons mix, en fait. Ça sera pas le gros lourd comique qu'on a eu là, ça sera vraiment le personnage qui est sérieux, qui a retrouvé un but et qui s'est retrouvé et en même temps qui est toujours un peu dans les blagues. C'est ça. Voilà, ça continuera comme ça. Moi, on va passer sur le côté, les aspects négatifs du film parce que il y en a beaucoup aussi quand même. Il y en a malheureusement quelques-uns, ouais, ça c'est. Et puis surtout, voilà, bien les développer. Comme je vous ai dit, moi, c'était la tonalité du film, trop comique, trop loufoque par moment. Donc, la scène, par exemple, pour moi, de Omnipotent City, qui vraiment est nul à chier, sans déconner. Il n'y a rien de bon, enfin, c'est nul. En fait, c'est tous les mauvais côtés de Taika Waititi. C'est totalement ça, c'est le côté un peu lourdingue, beauf. Alors, effectivement, ça marche dans le film parce qu'on est dans une comédie, mais en fait, c'est que
après ça a des déformations, mais personnellement j'aurais montré que les dieux sont des fils de pute de façon beaucoup plus sombre et réaliste. Ouais, voilà, exactement, mais pas en voire violente en fait. C'est ça, alors que là c'est vraiment, enfin les mecs ils sont là, en fait c'est The Boys mais version encore plus comique. C'est qu'ils sont réunis et ils sont là genre bon alors où est-ce qu'on va faire notre orgie pour la grosse partouze. C'est ça genre mais attendez, il y a peut-être plus important à gérer. Enfin avec le dieu cronien nanani nananer, mais vas-y c'est bon. Ouais. C'est too much, ça c'est too much à crever ça aussi. Enfin c'est des trucs vraiment Voilà, du coup, Omnipotentity, c'est rigolo de voir Zeus être un gros connard, comme il l'est d'ailleurs dans la mythologie grecque en réalité. Il se fait démonter la gueule. Mais il se fait, voilà, c'est quand même, il est pas très intéressant, on va pas se mentir. Et tout ce qui tourne autour des dieux à ce moment-là est pas ultra intéressant. J'ai vu qu'il y a quelques easter eggs avec des éternels qui sont là et tout. Oui, on a pas grand chose à foutre. Il y avait des easter eggs avec les éternels. Non, avec les. Oui, non, c'est pas les éternels, c'est les. Pas dans les dieux des éternels d'ailleurs, j'ai oublié leur nom. Ouais, comment ils s'appellent. Putain, j'ai toujours. Mais qui sont. Voilà, les célestes qui sont potentiellement l'une des prochaines menaces, tu vois. C'est. Qu'est-ce qu'ils feront là, les célestes? Enfin, je veux dire, normalement, les célestes, en fait, c'est vraiment des. C'est les êtres ultimes de la galaxie, en fait. C'est eux qui créent les univers. Enfin, ils traînent pas avec des dieux bouffons, quoi. Genre, c'est les célestes, en fait, ils sont vraiment à part. Donc voilà, déjà, moi, j'ai pas trop aimé ce clin d'œil parce qu'effectivement, il avait rien à foutre là. Après aussi, le combat reste stylé dans Omnipotentity quand t'as les trois qui se combattent ensemble et tout. C'est bon, t'as Thor qui finit à Walp juste pour les meufs. Hein. Mais voilà, bon, il y a la scène Thor à poil. Voilà, autant ça aurait duré peut-être, vas-y, 1 minute. Claque des doigts, il se rend compte qu'il a été trop loin, il ramène les vêtements un peu. Ok, tu vois. Mais là, non, il l'humilie vraiment devant tout le monde et tout. Et en mode, t'as les meufs qui regardent sa bite, ils sont là, waouh, tout, enfin tout le monde. L'humour chaotique. Après, effectivement, Chris Hemsworth, c'est ultra beau gosse, il a jamais été aussi musclé dans ce rôle, c'est un délire. Enfin, c'est voilà. Le mec qui est vraiment, ouais, non, le mec, c'est le. Et le seul truc que j'ai bien aimé, tu vois, c'est qu'on le laisse à poil une demi-heure. Et à la fin, tu vois, t'as Zeus qui fait, du coup, je vais aussi enlever les vêtements des femmes. Et là, t'as la petite blague, tu fais, bah, il faudrait quand même par égalité, voilà, qu'on puisse voir Nathalie Portman à Walpé, quoi, ça me paraît la base. Et non, là, ça cut au moment où il faut, et c'est assez rigolo, j'avoue. Moi, j'aurais même pas voulu parce que le personnage est tellement. Ah ouais, ça aurait été humiliant, ça aurait été sacrément humiliant. Ça aurait été désacralisé le personnage. Donc voilà, même si je l'adore, hein, je l'aime beaucoup. Alors, autre point négatif, effectivement, en tant qu'on reste dans la même scène, je pense à un autre personnage, c'est que Korg, j'adore ce perso, il est très drôle. Quel est son but? Quel est son intérêt? À quoi il sert? Il a aucun intérêt. Les moments de dialogue et de monologue et de jalousie entre les haches, entre ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui rentre. C'est rigolo, vraiment, c'est rigolo deux fois. Ça intervient au moins 5 ou 6 fois dans le film. Mais quand t'en fais un running gag, je suis désolé, mais à un moment c'est plus possible. Quoi. Ouais, ça mais genre vraiment, c'est des scènes très lourdes. Quoi. Genre justement où il parle avec Stormbreaker en mode non, mais t'inquiète pas, Mjolnir c'est le différentiel. Ouais, bah c'est voilà, c'est il y a quelque chose de masculiniste un peu là-dessus, genre comme si c'était sa bite ou son ex. Ça se ramène en mode elle est jalouse quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est effectivement. C'est vraiment, je trouve que c'est très rigolo les 2-3 premières fois, mais quand ça fait 5-6 fois, quand tu t'es ça devient un peu lourd. Après, c'est voilà, ça gêne pas trop. Contre les monstres à la fin du film. Le combat des enfants avec les monstres. En fait, alors je comprends le côté transmission. Thor a un désir de transmettre pour sauver. Ouais, mais c'est nul à chier. Bon, au final, il a une fille à la fin. Il a transmis, tu vois, c'est différent quoi. Il a donné un héritage. Et là, c'était un peu voilà, pas fan quoi de ça moi. T'es dans une scène ultra sérieuse, dans un final ultra épique, sérieux. Enfin voilà. Et tu finis avec une meuf qui a un doudou pouvoir laser, et t'es là genre celle-là moyen quoi. Non. Tout ça pour faire briller le fils d'Heimdall, on savait pas qu'il avait un fils, enfin t'es là genre... non mais tu peux le faire briller autrement le fils d'Heimdall en fait. Déjà tu l'as fait briller durant la majorité du film en fait. C'est ça, déjà c'est grâce à lui qu'ils savent où sont les gosses, enfin bref. Voilà, effectivement Korg, quel est son rôle, à quoi il sert à part être narrateur et éventuellement faire 2-3 blagues et avoir le petit quota LGBT. Ah, j'ai kiffé là avec Dwayne, j'étais mort. Ah oui, vraiment. Alors, ce qui est très marrant, c'est que pour une fois, le quota LGBT est très rigolo parce que Taika Waititi met bien en place la blague et le fait. Parce que Korg explique que ses 2 parents, ses 2 pères, machin. Ouais, c'est ça en fait. C'est cohérent, le mec c'est un tas de cailloux. Tu sais. Bon, après, pourquoi est-ce qu'il a une sexualité, on sait pas, mais c'est un tas de cailloux. Il n'y a pas de masculin et de c'est ça. Ou de femme en fait. Donc... Et j'avoue, la scène avec le Dwayne là, qui a une grosse moustache de biker, ça m'a tué moi. Tu trouvais un bon ami quoi. Et puis derrière, t'as la truc de lave et tout. Ah oui, non, c'était très très drôle. Mais ouais, non, après, voilà, à part 2-3 blagues et être vite fait drôle de temps en temps, je l'ai pas trouvé très drôle moi sur la majorité du film. C'est l'ami de Thor, mais sinon il sert à rien quoi. Mais vraiment à rien. Non mais vraiment.
qu'on vienne pas me dire que Korg a un intérêt quel que soit. En fait, moi, Korg, si vous voulez, je l'aurais vu dans Ragnarok et un peu dans Endgame, ça m'aurait suffi. Là, personnellement, son personnage ne sert strictement à rien parce qu'il n'est pas une boussole morale de Thor. Au contraire, il est plutôt un reflet, une sorte d'amalgame, comment dire, de composant de son propre état d'esprit, en fait, si vous voulez. C'est un peu ça, c'est un peu le reflet de son propre esprit détraqué et comique et tout ce que vous voulez, en fait. Parce qu'il conforte Thor dans toutes ses idées de merde, en fait. C'est ça le truc. Ah oui, non, vraiment, il a pas d'autre utilité qu'être un running gag, en fait. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. En fait. C'est un reflet du personnage de Thor. C'est Jar Jar Binks, mais sans le côté intéressant de Jar Jar Binks, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, voilà, il sert à rien. Donc c'est pour ça, c'est ça le problème, en fait. C'est ça qui me dérange. C'est que ce personnage n'a pas d'utilité. Et tu vois, même, t'aurais pu en faire un personnage comique, mais derrière le comique, des fois, il y a des éléments de réflexion. Amener, ouais, c'est ça, quelque chose en plus. Et là, t'as rien. C'est ça le problème. Non, il y a rien du tout. C'est vraiment juste rigolo. Voilà, il est juste rigolo. C'est son seul but, c'est juste rigolo. Dans les autres points un peu négatifs, quand même, il y a effectivement, là on a déjà parlé, mais les Gardiens de la Galaxie, c'est un putain de caméo. Hein. Vraiment, je le savais dès le début, mais c'est un caméo quand même. C'est quoi, c'est 3 minutes à l'écran? Ouais, après ça m'a pas dérangé, moi, de pas les voir personnellement. Non, au contraire, je préfère avoir un film sur Thor qu'un film sur Thor et les Gardiens. Ouais, mais contrairement à ce qui avait été vendu à la fin d'Endgame, c'est un caméo. Point final, c'est tout. Ouais, voilà. Aussi, autre point négatif qui, je pense, est dû à de nombreuses coupures, c'est que Thor n'a que 2 interactions ou 3 interactions avec Gore. Et ça me paraît impossible qu'il n'y ait pas eu plus de développement sur Gore quand c'est un personnage aussi important, en fait. Ça me paraît impossible. Non, mais oui, mais ça vient de la durée aussi. Mais moi, la durée, comme tu dis, enfin là, t'es en train d'évoquer la durée. La durée, honnêtement, c'est catastrophe. 1h40, ça permet pas, comme tu dis, de développer plus ton antagoniste. Parce que c'est Gore qui avait le plus besoin pour moi de. Bah, c'est lui qui manque cruellement de développement. Là, effectivement, ses enjeux sont bons et tout. Mais il y a pas de. Tu peux pas t'attacher à lui, en fait. Tu fais, oui, bah, c'est le méchant, en fait. Voilà. De Gore, je parle de Gore justement. La Nécrolame, c'est encore autre chose, mais je parle de Gore en tant que tel. Le mec, c'est un déchu, ça. Il y a quelque chose d'intéressant. Après, effectivement. Il manque au moins 45 minutes au film. Je pense qu'il manque, une demi-heure, 45 minutes au film de développement sur le méchant et même sur Jane, au final, qu'on aurait pu pousser encore plus loin. Oui, tu pouvais rajouter quelques scènes, mais globalement, je trouve que Thor et Jane sont très très bien gérés. Même les scènes que tu as qu'on n'a jamais eu qui se passaient entre ça c'était vraiment bien, c'était agréable ça. Où tu vois leur complicité en fait au quotidien, ce qu'a apporté Thor, ce qu'a apporté Jane à Thor et vice versa. C'était vraiment bien. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, puis le fait que tu sens qu'ils sont vraiment amoureux et faits l'un pour l'autre, mais qu'au bout d'un moment, un c'est un dieu, l'autre c'est une chercheuse humaine, française humaine. Leur existence n'était pas compatible. Voilà, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, ils ne peuvent pas vivre ensemble, tu vois. L'amour impossible, quoi, très shakespearien. Non, vraiment, ça j'ai bien aimé. Non, et voilà, mais la durée du film, alors effectivement ça passe très bien parce que il dure 1h40, 2h je sais plus, 1h40 je crois. 1h45 peut-être. Ça passe très vite, c'est très agréable à regarder l'été, effectivement, tu vas dans une salle de cinéma climatisée en pleine canicule, tu rigoles pendant 1h40, c'est cool. Mais peut-être qu'on attendait un peu plus, et je pense que c'est un reproche qu'on peut faire à toute la phase 4 de Marvel, c'est que honnêtement aujourd'hui, à part les Éternels et Shang-Chi, aucun film n'a un impact sur le Marvel Cinematic Universe. Aucun film n'a un traitement de fond. Et aucun film n'a un traitement de fond autre que d'être un début, un milieu, une fin. C'est vraiment c'est très étrange. Un film avec un développement de personnages. Là, en l'occurrence, on a eu un développement, justement, ce qui était cool. On a eu un développement sur Thor, sur Jane Foster. Là, c'était cool, même si c'était court. Puis on les connaissait déjà, entre guillemets. Mais il y a d'autres films comme Doctor Strange où tu n'as pas de développement de personnages pendant 2 heures. C'est une succession de péripéties, il n'y a rien dans Doctor Strange, c'est vide. Oui, et Marvel est devenu le roi des caméos, alors que dans Thor, tu n'as pas beaucoup de caméos, c'est ça qui est bien. Thor, on renoue un peu plus, là, le dernier Thor, on renoue beaucoup plus avec les idées, les origines de Marvel, où tu as un film qui n'est pas pour faire la publicité et la promotion d'un autre. C'est ça. Tout simplement. Ce qui était très appréciable, vraiment c'est très appréciable. Aujourd'hui, si je dois sauver 3 films de la phase 4, c'est vraiment Éternel, Shang-Chi et Thor, vraiment c'est Thor 4. Le reste, je sauve pas spécialement, voire pas du tout. Et c'est 3 films plutôt intéressants. Juste pour finir quand même sur Gore. Attends, Gore on a même pas commencé. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire justement parce que il y a une ambiguïté entre est-ce que Gore est méchant ou est-ce que c'est juste la Nécrolame qui a corrompu un type. C'est pas
ça vient du développement, enfin ça vient de la durée des coupures quoi. Ça a pas été développé du tout en fait. D'un coup le type a des pouvoirs effectivement et tout. Ouais, c'est ça en fait. Et t'es là genre mais il va peut-être falloir développer ce qu'est la nécrolame parce que là à part nous dire que c'est une lame puissante. Du film, effectivement, bah, pour moi la nécrolame c'est effectivement une lame maudite qui accentue les traits et la colère de son porteur en fait. Si tu veux, il accentue vraiment la vengeance, en fait, le côté vengeance que Gore a déjà de base, le côté trahison, la tristesse, la colère, et la nécrolame l'accentue en fait, et s'en nourrit, tu vois. C'est ça, et c'est ce qu'on devine. Et ce qui est problématique, c'est que Christian Bale a dit qu'il avait tourné une scène avec l'acteur qui fait Tyrion Lannister, j'ai oublié le nom, Peter Dinklage, qui est donc le concepteur des armes de l'univers Marvel, et je pense que c'est toute une scène où on aurait appris ce qu'est la nécrolame, comment elle fonctionne, pourquoi est-ce qu'il a des pouvoirs aussi stylés d'un coup, et ça a été coupé au montage. Et j'avoue, là c'est dommage. J'avoue, ça c'est dommage. Qu'est-ce que Gore est sans la nécrolame? C'est ça la question. En fait. C'est pour ça qu'on peut pas dire que Gore est un bon antagoniste, en fait. On peut pas le dire, en fait. Parce que Gore, en fait, qu'est-ce qu'il est sans la nécrolame? Bah, c'est juste un adepte qui a tout perdu et qui a perdu la foi, hein, c'est ça. Qui est trahi par les dieux et qui est en quête de vengeance. Finalement, le seul point commun qui reste entre Gore avant nécrolame et post-nécrolame, c'est la vengeance. En fait, il y a que ça qui change pas. C'est ça. Le mec change même au niveau du design, il change au niveau de sa personnalité, presque, il change au niveau de son style de combat, de ses pouvoirs. Enfin, c'est un nouveau personnage. Et en même temps, tu vois, j'ai envie de te dire, je sais pas si j'arrive pas à déterminer si du coup c'est un bon antagoniste en fait par rapport à ça. Je trouve que c'est un bon personnage, mais qui manque vraiment de développement pour en faire un vraiment bon méchant mémorable, tu vois, de Marvel. Bah, en fait, il fait le taf, en fait, voilà, son design est super, ses interactions, à chaque fois qu'il intervient, c'est toujours très, enfin pas épique, mais très, très stylé, très gore, hein, finalement, comme on peut le dire. Hein. Enfin, c'est très, très dégueulasse quand il arrive, tu vois, très visqueux, le gars il est répugnant sur le non, il est dégueulasse, avec ses dents pointues, jaunes, les yeux jaunes aussi, enfin voilà. Ouais, donc c'est un personnage qui avait un fort potentiel, comme je dis, mais pour moi il fait pas partie des points forts du film. Je suis toujours en interrogation sur est-ce que Gore est-ce Gore ou la nécrolame en fait, l'antagoniste du film. Donc voilà, vous pourrez dans l'espace commentaire débattre sur ce sujet. Mais voilà, en fait, en gros, pour moi, Gore, c'est plus un instrument, en fait. Malheureusement, en fait, il est un peu, encore une fois, utilisé comme il a été utilisé par les dieux. C'est ça, en fait, il y a une sorte de paradoxe, qui veut se venger des dieux, et du coup, il arrête pas de dire que les dieux, de toute façon, ne t'aiment pas, ils t'utilisent en boucle pour arriver à leur fin. Et c'est très marrant, parce que le mec qui dit ça, il y a une forme de dissonance cognitive, étant donné qu'il est possédé et utilisé par une lame divine. C'est par la nécrolame, quand même. Donc, c'est assez rigolo. Je pense que c'est quelque chose qui devait vraiment être traité à la base et qui n'a pas été à cause des coupures et de la durée du film. Et je pense que on pourrait résumer, c'est le deuxième plus gros point négatif du film, c'est la durée, avec le ton du film qui est une comédie de A à Z, qui est une très bonne comédie, mais qui aurait pu être plus sérieuse et qui aurait peut-être dû être plus sérieuse pour en faire pas juste un bon film, mais pour en faire peut-être l'un des meilleurs Marvel en fait. C'était peut-être le truc qui était faisable. C'est ce qu'on peut dire, en guise de conclusion, effectivement. Le film est une réussite, le film quand même reste une réussite parce qu'en fait il passe après un tas d'échecs en fait, pour voir, et qu'il est un film efficace en fait, qui traite des thèmes de fond très solides. Moi j'ai vraiment été touché par le personnage de Thor, par le personnage de Jane Foster, son combat, et le personnage de Thor aussi qui est perdu, voilà, forcément on aime beaucoup ce personnage. Thor, majoritairement, je pense que c'est l'un des personnages les plus appréciés en fait. Je pense aussi. Vers Marvel. Ouais. Et voilà, moi c'est plus de la frustration et du regret parce que je suis sûr que ce film aurait pu être une masterclass en fait, tout simplement. Et qu'il manquait cette tonalité et la durée du film pour en faire un film un très très bon film. Pour en faire un très bon Marvel, quoi, un très très bon Marvel. Ouais. L'un des meilleurs, ça aurait pu être, je pense. C'est juste un bon Marvel, tu vois, tu passes un bon moment, c'est pas le meilleur, effectivement, et il en est assez loin d'être le meilleur. Je suis divisé aussi, du coup, sur le fait de Taika Waititi, c'est l'artisan, c'est le point fort en même temps du film, voilà, machin. C'est ça qui est étrange, il est à la fois le point fort et le point faible. C'est très particulier. Parce que son esprit, en fait, c'est juste une question de canaliser son esprit, ses idées, quoi. C'est ça. Et juste pour finir un peu la vidéo, quand même, on va parler des 2 scènes post-génériques, où là, je suis à la fois
content et à la fois très inquiet. La première, quand même, c'est une voix générique qui montre que Zeus n'est pas mort et qu'il envoie son fils Hercule, donc Hercule débarque. Cette scène m'a beaucoup inquiété. Voilà, en fait, le truc, c'est que soit on tombe sur un Zeus sérieux, méchant, qui veut se venger et qui envoie son fils, qui est un mec stylé et tout, mais ça a pas l'air d'être le cas. Qui est l'acteur de Zeus, de Hercule? Je l'ai pas reconnu. Il est éclaté déjà, je vais t'expliquer, c'est que Zeus, il a un trou dans le corps, ils sont en train de le refaire avec du plâtre, hein, moitié. Non, mais c'est ça. Et là, vraiment, je suis pas sûr que ce soit un bon antagoniste pour la suite Hercule. Je pense pas. Non, mais attends, non, c'est pas possible, toi. T'as vu Thor, t'as vu à quel point il est fort. C'est ça. T'as vu l'antagoniste qu'il vient de battre, t'envoies le bouffon d'Hercule derrière, enfin je veux dire, il y a pas c'est ça. Alors peut-être, je connais pas trop Hercule dans les comics Marvel, peut-être qu'il est extrêmement cheaté, mais dans ce cas-là, s'il est extrêmement cheaté, pourquoi il a pas intervenu plus tôt? Bonne question. Et du coup voilà, donc ça, un peu inquiet par la scène post-générique. La deuxième, très inquiet pour la deuxième, parce que quel intérêt de faire mourir Jane si c'est pour la ramener dans le Valhalla avec Heimdall pas mort dans une série potentiellement Mighty Thor sur Disney+. Quel est l'intérêt? C'est flinguer le cœur émotionnel du film. Ouais, en fait, moi je te le dis, avec ces deux scènes post-génériques, je trouve qu'il a un peu... il a refroidi nos attentes. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'à la fin tu fais Thor, putain Thor, il a perdu l'arbre de sa vie, mais il s'en contente. Jane est morte, elle a enfin la fin qu'elle mérite. Et là, bah non, en fait t'es au Valhalla, il y a Heimdall qui est encore en vie, tu fais, non, c'est quoi ces conneries? Thor, il a ce passage avec sa fille, machin, etc. Enfin, passage très, très sympa et tout. Et là, t'arrives sur cette scène où tu dis, bah voilà, tu vois le prochain antagoniste, tu fais putain, tu rigoles parce qu'il est éclaté. Et ensuite, comme tu dis, Jane Foster au Valhalla, j'espère que c'est juste un caméo, quoi. Parce que. Je ne veux plus la. J'ai adoré, mais je ne veux plus la revoir. Elle a eu sa fin. Ah, mais j'adore. C'est un fait, en fait. Mais ça désamorce totalement, en fait, son sacrifice. C'est ça. Sa quête, en fait. Je trouve que justement, elle est morte en guerrière, et ça, c'était beau, en fait. Et là, alors, à la rigueur, faire un petit épisode spécial sur Disney+, de Jane au Valhalla, pourquoi pas? Sa vie après la mort. Mais pas plus que ça, il ne faut plus jamais qu'elle revienne dans le monde des vivants. Dans le prochain Thor, une scène où Thor il tombe par terre, il est à moitié dans un état... Voilà, où elle débarque un peu en fantôme. Entre la mort et voilà, et en fait il voit Jane Foster qui lui parle en fait à travers le Valhalla à moitié. Voilà, petite scène cliché mais très sympathique. Voilà, où elle lui dit que ce n'est pas encore son heure, qu'un jour elle l'attendra, enfin qu'elle l'attendra au Valhalla, machin. Voilà, une scène comme ça, mais pas un caméo en mode où tu tease une potentielle suite. Non, pour moi, il faut surtout pas qu'elle revienne, mais du coup, voilà, c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur Thor Love and Thunder. Vous l'avez compris, du coup, on a vraiment aimé le film, mais on n'est pas fanatique parce qu'il y a des points négatifs très clairs. Ouais. Et on vous encourage quand même grandement à aller le voir parce qu'il est très bon. Rien que pour Nathalie Portman. Et rien que pour voir Mighty Thor, la relation, ça marche vraiment très bien. Et quand même, visuellement, c'est absolument sublime. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc aussi beau. J'aimerais conclure aussi sur le fait que c'est la preuve que Marvel est capable de faire du bon féminisme. Ça, dans ce film, pour le coup, vraiment, ça c'est bien, quoi. Très bon féminisme. Là, j'applaudis, tu vois. Là, je veux en voir plus. Du féminisme comme ça me pose pas de soucis. Mais clairement. Vraiment, le personnage est incroyable. Le personnage ne se définit pas parce qu'elle est une femme. En fait, le personnage se définit par sa quête, par sa quête noble, d'ailleurs. Bah oui. Contre le cancer. Elle est trop stylée en Thor. Elle est incroyable. Et puis même ses pouvoirs, comme elle utilise le marteau, putain. Incroyable, vraiment, ça marche très très bien. Vraiment, c'est incroyable. Ce personnage, il n'y a rien à acheter, quoi. Ce personnage, c'est... Ah oui, vraiment, ça, je suis très content de l'avoir vu au cinéma, quoi. Ça valait vraiment le coup. Et bah, écoutez, on vous laisse nous dire dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce film, quelles sont vos envies, et on finit par cette fameuse annonce qu'on vous a teasée en début de vidéo. À partir de maintenant, on fera en fait 2 émissions par mois sur la chaîne qui seront concrètement la même chose qu'avant, seulement on traitera plusieurs sujets par émission. Plutôt que d'être dépendant de l'actualité, ce qui n'a aucun intérêt étant donné les périodes de creux qu'on se tape sur l'actualité où pendant parfois 2 semaines de suite il se passe rien. Après Thor, là, on n'a plus vraiment de... Voilà, surtout après Thor, on n'est pas prêt d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc on parlera de différents sujets 2 fois par mois, donc soyez tout le temps au rendez-vous, ça sera un plaisir. Et je le redis, tous les épisodes seront disponibles aussi en podcast sur Spotify et Apple Podcast et encore.
Et du coup, voilà, n'hésitez pas à nous streamer en podcast, à nous mettre des notations et autres. N'oubliez pas non plus le j'aime et le commentaire sur cette vidéo, c'est super important pour le référencement, vous le savez, et nous, ça nous encourage à continuer. Et pareil, les miniatures vont un peu changer, il y a un petit truc en plus maintenant, vous l'avez vu sur cette vidéo-là. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Ciao! Que la passion vous guide à plus.